Bonjour à toutes et à tous, même si nos amis masculins sont toujours en petit nombre dès qu'il s'agit de parler de petite enfance ou d'éveil culturel, n'est-ce pas? Donc bravo à tous d'être là. Alors j'ai intitulé cette communication et je remercie encore une fois les organisateurs, organisatrices de leur invitation. Communiquer et lire avec les tout petits. Alors, ce qu'en dit la recherche, c'est-à-dire, je vais repartir un peu des travaux relativement récents sur ces débuts de la communication. Je voudrais d'abord insérer les questions de communication et de langage dans les besoins des enfants. Parce que les enfants, ils n'apprennent pas une langue comme on va apprendre une langue au collège, avant ou après. Ils apprennent à faire des choses avec des sons du langage ou de plusieurs langues selon leurs besoins. Donc, il me paraît vraiment important d'inscrire cela par rapport aux besoins vitaux d'abord, besoins de nourriture, de sommeil, des rythmes de vie, les besoins concernant la santé et aussi évidemment les besoins psychologiques qui sont à la fois affectifs, cognitifs, les besoins de langage, de motricité. Donc si on essaye de détailler un peu, même si ça n'est pas le sujet ici, ils ont besoin d'un attachement sécurisé, c'est d'une relation avec une personne, généralement la mère ou un substitut maternel, qui comprend leurs besoins, leurs émotions et qui est prêt à y répondre. Donc l'attachement sécurisé qui assure une protection, une confiance de l'enfant dans son environnement humain notamment. Il a besoin de relations avec les adultes et les autres enfants. Ça, c'est tout ce qui concerne la socialisation, et puis aussi le marquage culturel. Et très tôt, dès la naissance, il a besoin d'apprendre et de comprendre, besoin aussi d'être reconnu dans ses compétences. Et il n'y a pas de compétences d'enfant s'il n'y a pas un adulte compétent à reconnaître ses compétences. Ça, je crois que c'est vraiment très important tout au fil du développement. Et puis les besoins, c'est les besoins de bien-être, de qualité de vie, dans les dimensions à la fois objectives, les conditions de sa santé, de sa survie, de son alimentation, de son habitat, etc. Et les dimensions subjectives qui sont à la fois individuelles et sociales, parce qu'on n'est pas bien tout seul, on est bien aussi avec autrui. Donc il y a des dimensions sociales de ce bien-être. Et évidemment, je liste tout cela. Il faudrait pouvoir développer toutes les interactions entre ces aspects du développement, le langage et bien d'autres aspects. Voilà ce que je voulais préciser. Alors, qu'est-ce que nous savons du développement des jeunes enfants aujourd'hui grâce aux nouvelles méthodes d'investigation, au développement théorique et aux observations et aux expérimentations? Eh bien, nous savons beaucoup de choses sur les capacités cognitives et langagières, sur le développement précoce de la conscience de soi et d'autrui, puisqu'il y a déjà un soi écologique dès la première semaine de vie, où l'enfant distingue son propre corps du corps d'autrui dans les stimulations qu'il peut recevoir. Tout ça a été largement démontré depuis une vingtaine d'années. Et je le redis, les compétences des enfants sont celles que les adultes savent leur reconnaître d'abord. Vous-même, adulte, vous pouvez vous sentir compétent, vous aimez bien que vos compétences soient reconnues, mais vous pouvez avoir le sentiment de votre propre compétence. Pour les enfants, c'est plus compliqué. Elles s'inscrivent dans le regard d'autrui sur leurs propres compétences. Alors, le développement précoce de la conscience de soi, dès la naissance, il y a une distinction entre la stimulation externe et l'autostimulation. À 2 mois, un soi écologique, le plaisir d'être la cause d'un événement intéressant. Il va construire des relations différentes avec ses proches, développer des attachements multiples à partir de ce premier attachement avec la principale donneuse de soins ou figure d'attachement, comme on le dit, qui généralement est donc la mère. Euh, donc, il va développer aussi cet attachement sécurisé qui caractérise la majorité des enfants, à peu près les 2 tiers dans toutes les cultures, d'après les études interculturelles, ou insécurisé dans d'autres cas. Ce qui veut dire que les professionnels de la petite enfance ont un rôle aussi considérable dans la construction de ces relations d'attachement, dans les interactions qu'ils ont avec les enfants. Donc, il y a vraiment des enjeux importants dans ces relations qui vont aider à construire l'enfant. Donc il s'agit aussi de reconnaître au bébé un pouvoir sur l'environnement. Il n'est pas entièrement déterminé par l'environnement.
c'est reconnaître l'évolution des interactions et des compétences du bébé dans lequel il va prendre un rôle de plus en plus actif, je vais y revenir. Être attentif donc à ses compétences, développer des expériences partagées, puisque l'enfant apprend et se développe dans des expériences avec autrui, des expériences partagées. D'abord l'attention partagée, avec suivre le regard, suivre du regard, le geste de pointage de l'adulte qui désigne quelque chose avant d'être capable lui-même de pointer vers un objet, une action, intéressante ou sur laquelle il veut ensuite des informations. Et puis il va développer aussi, les représentations du monde mental, cette théorie de l'esprit qui est largement travaillée depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire, bon, Piaget par exemple s'est beaucoup intéressé à la compréhension du monde physique, les planètes, etc., les causes des événements, des déplacements. Depuis au moins une vingtaine d'années, on travaille beaucoup la compréhension du monde mental, puisque les enfants très tôt, avant 18 mois, ont déjà une représentation des désirs d'autrui, puis des pensées, des savoirs, des fausses croyances, etc. Et on commence à bien savoir comment tout cela se construit. Donc c'est tout à fait important dans l'éducation, dans les interactions et le travail avec les enfants. Bon, les enfants se développent dans des lieux de socialisation variés, avec des influences multiples. C'est d'abord évidemment la famille qui est le premier lieu de vie pour la plupart d'entre eux, mais c'est très vite d'autres lieux de vie à travers les structures petite enfance, à travers la fréquentation d'espaces comme des ludothèques, des médiathèques, etc. Et puis l'école, et puis les groupes de copains, etc., etc. Le quartier, voilà. Et le processus de socialisation des enfants est universel, toutes les sociétés socialisent, mais avec un contenu variable, et le langage est un instrument de socialisation, et donc c'est un instrument de développement culturel aussi pour tous les enfants. Il sert à expliquer le monde, à donner des directives, à raconter des histoires qui vont nous construire, nous inscrire dans la société. Il sert aussi au marquage des rôles, des statuts et de divers aspects de la vie sociale. Par exemple, les différences garçon-fille, ce que peut faire un garçon, ce que peut faire une fille, ce que ne doit pas faire l'un ou l'autre. Enfin, selon le marquage culturel qui est fait, mais à l'école, par exemple, qui peut parler comment, etc. Là aussi, il y a un apprentissage des statuts respectifs, par exemple de l'enseignant et de l'enfant, dès la maternelle. Alors bien sûr, le langage ne commence pas avec les premiers mots. Les mots qui précèdent la parole sont tout à fait essentiels pour la suite du développement. Je vais développer ces différents points. L'écrit va s'ancrer dans le développement de l'oral, bien sûr, et l'oral se construit à partir de la communication non verbale. Alors, ça paraît évident, mais on a un continuum à la fois pour la compréhension et pour la production, de la communication non verbale à l'oral et puis à l'écrit. Ce qui veut dire que ce qui va se développer dans l'écrit est déjà ancré dans les étapes antérieures qui ont été plus ou moins positives, harmonieuses, etc. La question est souvent de donner le goût et les moyens de communiquer et de représenter le monde par le langage. Il n'y a pas que le langage, hein, sauf si on a une vision très extensive du langage, le langage musical, le langage du corps, etc. Mais là, je prends une option, disons, de psycholinguiste dans l'utilisation du terme. Et puis, pourquoi le langage et cette attention? Parce que le langage a une grande spécificité du point de vue de l'acquisition. Il s'agit de développer, d'accompagner l'acquisition du langage, mais le langage est aussi le vecteur de nombreux autres apprentissages sociaux, plus tard académiques, etc. Alors, ces relations s'inscrivent sur un continuum entre communication orale et écrit, tout bêtement parce qu'on communique et on parle avant de lire et d'écrire, certes, mais surtout, je dirais, dans les connaissances d'aujourd'hui, parce que euh, les stratégies développées à la fois dans la communication non verbale, orale et dans l'écrit sont assez similaires. Il s'agit d'agir sur autrui, d'avoir une vision vers autrui, de communication de ses propres expériences ou d'interaction, de demande d'information, d'humour, de récits, etc., etc. Alors 0-6 ans, c'est évidemment la période phare pour construire le langage oral.
Et ça n'est pas si simple que ça, et on ne peut pas s'en remettre uniquement aux familles, sauf à renforcer les inégalités sociales qui apparaissent déjà dès les premiers mois de la vie, tout simplement parce que, par exemple, des enfants, même des bébés à 2 3 mois, vocalisent plus en présence des adultes, dans des adultes qui s'adressent à eux, que des bébés qui ont moins de temps d'interaction avec des adultes. Donc, être en présence d'un adulte qui communique, qui parle avec l'enfant, incite le bébé à maintenir l'interaction et à vocaliser davantage. Donc déjà, dès ces premiers mois, on voit se créer des écarts liés à la façon dont les enfants sont pris en compte dans la famille, dans leur environnement. Et puis le langage oral, il est important à la fois pour l'oral et pour parler l'écrit. Parler l'écrit, c'est aussi la priorité de l'école maternelle. Alors lire avec les tout-petits, je ne vais pas reprendre ce slogan largement partagé par tous ceux qui s'intéressent à la petite enfance que nous devons à Marie Bonafé: «Les livres, c'est bon pour les bébés». Bon, l'importance d'une familiarisation précoce avec la lecture et les livres, vous l'avez souligné tout à l'heure, je ne vais pas beaucoup y revenir, mais comment lire avec les jeunes enfants et non pas lire aux enfants? De la même façon que pour moi, ce qui va aider, et on l'a démontré dans nos propres travaux et dans la littérature internationale, ce qui va aider les enfants à développer leur maîtrise d'une langue ou de plusieurs langues, et leur maîtrise de la communication par le langage, c'est le fait que des adultes parlent avec eux. Tout le monde parle aux enfants pour diriger le comportement, fais ceci, fais cela. Bon. Mais parler avec les enfants, c'est-à-dire échanger des pensées, échanger des émotions, parler tout ça, c'est ça qui va faire souvent la différence entre des enfants qui vont s'exprimer en confiance, je dirais, avec les moyens linguistiques qui sont les leurs, y compris dans la petite enfance, et ceux qui vont se sentir plus en difficulté, qui ne se sentent pas pris comme interlocuteurs et qui ne sont pas incités à utiliser ce moyen de communication. Je vais passer rapidement sur des étapes du développement, mais je ne vais pas tout détailler. C'est simplement pour montrer que les savoirs sont nombreux dès les premières années de la vie. Dès la vie fœtale, on sait que l'appareil auditif est fonctionnel à 25 semaines. Ça veut dire que les enfants entendent à 25 semaines de vie fœtale et donc ils se servent de ce qu'ils entendent, ils perçoivent. Et le niveau d'audition à 35 semaines est proche de celui d'adulte, et on sait qu'il perçoit la parole humaine. Il arrive à distinguer des sonorités comme babi, biba, le chat poursuit la souris versus le rat poursuit la souris. Ça ne veut pas dire qu'il comprend, hein, mais il perçoit des différences et il va se familiariser avec la langue de socialisation. On parlait de la musique, de la lecture, la musique des mots. Dès la vie fœtale, le bébé est sensible à la prosodie, c'est-à-dire il va différencier une langue normalement intonée, hein, si on lit un texte à l'endroit, et le même texte lu à l'envers. Essayez, vous verrez la difficulté que vous avez à lire en commençant par le dernier mot. Vous ne pourrez plus avoir la musique de la parole de votre langue. Eh bien, les bébés, pendant la vie fœtale, différencient les deux de la même façon qu'ils vont mémoriser les expériences prénatales, distinguer la parole de leur mère, qu'ils ont entendu doublement quand ils étaient dans le domaine, et la langue d'une autre femme, qui vont distinguer la langue maternelle de socialisation d'une autre langue, etc., etc. Et après la naissance, bon, ceux-là, vous voyez, ils ont 1 heure de vie, j'aime beaucoup, mais ils sont déjà tous différents dans leur relation au monde. Donc tout ça va aller très vite, je vais passer. C'est d'abord l'adulte qui règle son comportement sur celui du bébé dans les débuts de la communication, mais il apprend très vite que ces émissions sonores sont un moyen puissant d'agir sur autrui. C'est-à-dire un bébé qui pleure, qui semble réclamer quelque chose, en général, ça suscite une réaction de l'adulte. Et à 2 mois, il reconnaît un partenaire privilégié. C'est le début des vocalises. Il vocalise plus en présence de l'adulte qu'en son absence. Donc ces vocalises sont déjà un outil de communication. 3 4 mois, on parle de proto-conversation, c'est-à-dire le bébé arrête ses vocalises quand l'adulte parle et reprend quand l'adulte arrête de parler. Hein, c'est Brazelton, un psychanalyste américain, qui parlait de proto-conversation, c'est-à-dire c'est les débuts du dialogue, vous voyez, ça 3 4 mois. Donc des compétences très précoces. Alors les premiers mois,
Bien sûr, ce sont les initiatives de l'adulte, mais très vite, l'enfant va devenir actif et susciter les interactions. Il apprend à parler dans un dialogue d'action, disait Brunner, psychologue américain, avec un adulte qui dénomme, qui enseigne les connaissances sur le monde et sur la façon de communiquer, puis surtout qui encourage à parler. Il comprend, bien sûr, avant de pouvoir s'exprimer oralement, d'où la nécessité d'être attentif à ces signes de compréhension ou d'incompréhension et à les traduire en mots, quitte à se tromper, hein, c'est erreurs. Ah, c'est ça que tu voulais dire? Ah ben non, apparemment pas. Donc, hop, il va falloir s'ajuster réciproquement. 7 à 10 mois début la compréhension des mots en contexte, 12 mois il comprend environ 30 mots en contexte et quelques mots hors contexte. Je vais passer, et puis là je vous ai parlé de la perception et de la compréhension, et puis parallèlement bien sûr il y a la production, hein, depuis les rires, les cris de joie, les vocalises à 2 mois, en passant par le début du contrôle des sons produits, 7 mois du babillage, avec la sélection progressive des sons de la langue ou des langues entendues, c'est-à-dire qu'à 7 mois, tous les bébés, enfin il y a des bébés qui vocalisent en français, d'autres en anglais, d'autres en hébreu, d'autres, etc. Et là, on peut repérer, parce qu'ils ont sélectionné les sons des langues qu'ils entendent. Les premiers mots vers la fin de la première année, voilà. Et c'est bien sûr l'adulte qui va essayer de comprendre ce que dit l'enfant et interpréter, verbaliser pour stabiliser les productions. Bon, je vais passer sur les 50 premiers mots, il faut environ 6 mois pour les acquérir. Donc l'âge, le rythme d'acquisition varie et il n'y a pas de correspondance entre le répertoire compris et le répertoire produit, sinon que le premier est plus élevé, une plus grande dimension que le second. Et ça, c'est vrai même chez les adultes. Vous comprenez beaucoup plus de mots que vous en utilisez vous-même. Voilà. Alors on sait que ce répertoire désigne d'abord des personnes proches, des objets familiers, des termes sociaux. Il y a des différences selon les cultures et les modes de vie. Je ne vais pas détailler ça, on pourrait y revenir si vous le souhaitez. Différentes voies d'acquisition du langage. Catherine Nelson, qui a un petit air avec Marie Bonafé, je trouve, sur la photo. Mais ce n'est pas Marie Bonafé, c'est Catherine Nelson, psycholinguiste américaine, qui a montré les différentes voies d'acquisition du langage. Alors ça, c'est important parce que si on est amené à parler du programme Parler Bambin, c'est aussi d'emblée une explication du pourquoi ça ne peut pas bien fonctionner, le programme Parler Bambin. Tous les enfants n'apprennent pas à parler de la même manière, ils ne suivent pas la même voie d'apprentissage. Vous avez ce qu'elle a désigné par des enfants référentiels et des enfants expressifs déjà. Et il y a un continuum, il n'y a pas d'un côté les uns, de l'autre les autres, mais il y a des enfants qui apprennent d'abord à parler des choses, des noms d'objets, des noms propres, verbes, adjectifs, mots isolés dans leur répertoire, et puis des expressifs qui apprennent à parler de soi, des autres, des relations. Alors ils ont un vocabulaire qui peut être plus diversifié. Ils vont faire des petites phrases, souvent d'emblée. Alors vous avez des enfants qui disent rien, ils disent pas de mots ou quasiment pas jusqu'à près de 2 ans, mais ils comprennent tout, enfin, exagérant. Et c'est un développement certes minoritaire, mais tout à fait normal, alors que la voix plus majoritaire et celle de je commence à dire quelques mots vers la fin de la première année, et puis un autre mot après, et puis un peu plus, et puis un peu plus, et puis voilà, je pars par mots isolés, et puis après je vais me mettre à faire des petites phrases. Vous voyez? Donc si vous attendez, si vous prenez comme critère unique du développement du langage la production de mots isolés, ah ben, vous pouvez stigmatiser des enfants parce qu'après de 2 ans, ils n'ont encore rien dit, à part un vague papa, bobo, maman, enfin. Ah oui, oui, non, mais là, je ne me place pas même dans le bilinguisme pour l'instant. Je dis simplement qu'il y a des bébés qui grandissent tout à fait normalement et qui, à 2 ans, n'ont pas de retard langagier. Enfin, on ne peut pas le détecter pour autant, uniquement sur la base du fait qu'ils ne produisent pas de mots isolés. Parce qu'il y en a qui vont développer leur langage autrement, en se mettant vers la fin de la 2e année seulement, je dirais, à produire quelques mots isolés, mais très vite des petites phrases. Voilà. Les 2 voix se rejoignent, hein, bien sûr. Alors, bon, je souligne aussi l'importance d'être attentif à la compréhension, qui est beaucoup plus importante que la production au cours des premières années. C'est vrai jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans. Après, non, s'il y a un déficit en production, il faut éventuellement s'inquiéter là. Mais
dans les 2 premières années, c'est la compréhension. Alors c'est plus difficile à évaluer, hein, parce que l'enfant produit des mots, bah, vous comptez les mots, vous notez les mots qu'il produit. La compréhension, c'est beaucoup plus difficile à repérer, surtout qu'ils sont malins pour faire semblant de comprendre des fois. Ils font un peu comme le copain à côté, et puis hop, ça a l'air de marcher. Bon, je ne vais pas développer tout ça, comment découvrir le sens des mots. On connaît bien les stratégies qu'ils ont maintenant pour... enfin, on connaît bien maintenant les stratégies des enfants pour découvrir le sens des mots. Ce qui est très compliqué, par exemple, la main. C'est un de mes exemples favoris. C'est quoi la main? Donne-moi la main. Ah, c'est juste ça? C'est l'avant-bras? On va jusqu'à l'épaule? Ou c'est tout ça? C'est difficile. Donc il faut déjà segmenter le monde, hein, dans la personne. Évidemment, segmenter les mots dans la chaîne orale, et ça va très vite, hein, il n'y a pas des blancs comme dans un écrit. Et puis faire des hypothèses sur le sens des mots nouveaux, qui doivent normalement différer des mots déjà connus de l'enfant. Donc c'est un processus qu'on connaît bien maintenant, mais qui est très compliqué. Alors bon, développement du lexique, taille du vocabulaire, développement du sens des mots, hein. La bouche, au début c'est juste ça, mais c'est un mot très polysémique, hein. Vous avez aussi la bouche de métro à Paris, la bouche d'égout, etc., etc. Bon. Développement de la syntaxe, je vais passer, connaissance grammaticale aussi, et développement des fonctions du langage, depuis les premières fonctions, utiliser le langage pour obtenir la satisfaction de ses besoins, et ça se construit déjà dans l'oral avec du non-verbal, hein. Et puis d'autres fonctions plus complexes. Et les enfants apprennent aussi très vite, dans les premières années, à tenir compte de la situation de communication. Ils communiquent pas de la même manière avec leur mère et avec leur père, avec les parents très familiers et une autre personne de l'environnement moins familière. Ils communiquent pas de la même manière à 3-4 ans avec un enfant non-voyant, qu'ils ont repéré comme non-voyants, et ils vont utiliser des procédures qu'utilisent les adultes eux-mêmes pour faciliter cette communication avec l'autre. Et puis ils apprennent à raconter avec l'aide de l'adulte, ils apprennent aussi à argumenter, défendre leur point de vue, etc. Et ils n'apprennent pas à parler tout seuls, bien sûr, mais dans un contexte très spécifique où l'adulte va utiliser un langage adapté, simplifié, redondant, un vocabulaire limité, des mots faciles à prononcer ou fréquents, des termes concrets, une syntaxe simple, des énoncés courts, interrogatifs, une mise en avant des mots à sens plein. On exagère dans la prosodie les mots à sens plein pour se faire mieux comprendre des enfants. Alors, est-ce que tous les adultes adaptent leur langage en parlant aux enfants? La bonne nouvelle, c'est que oui, les mères et les pères le font, donc on peut laisser les bébés aux pères. On le trouve aussi dans les différents milieux sociaux. Ça ne veut pas dire que tout le monde fait strictement pareil, s'adresse strictement de la même manière, utilise les mêmes procédés d'adaptation du langage, mais ça existe dans tous les milieux. On a fait pour ça aussi des comparaisons interculturelles entre différents pays, différentes langues, et la réponse est globalement oui, mais avec des procédés différents. L'important, c'est ce que je vous ai dit en préambule, c'est le fait de prendre l'enfant comme interlocuteur. C'est ça qui va marquer des différences dans les observations qui ont pu être faites. Ça veut dire lui parler, lui répondre, parce que tout le monde parle aux enfants, mais répondre. Combien de fois on peut voir autour de nous des parents qui posent une question à un enfant, l'enfant répond, mais l'adulte n'enchaîne pas, hein. Donc la notion de dialogue, c'est un peu difficile. Alors ça veut dire aussi encourager à parler, et donc parler avec l'enfant, et tous les enfants ne bénéficient pas de ces conditions, ce qui entraîne une hétérogénéité des compétences, dont l'école va se faire l'écho très vite dès les débuts de la scolarisation. Alors ils ont des compétences hétérogènes qui sont liées aux écarts d'âge. Par exemple à l'école, vous avez 1 an d'écart entre les plus jeunes et les plus âgés de la section. Vous vous rendez compte, à 3 ans, par exemple, 1 an d'écart entre ceux qui sont nés en janvier et ceux qui sont nés en décembre, c'est un tiers du développement. On oublie ça, comme si tous les enfants dans une classe de maternelle devaient s'exprimer de la même manière. Du coup, les plus jeunes, dans l'année civile,
peut être considéré, stigmatisé, considéré comme en manque, etc. Et ce qui est un faux problème. Et donc c'est lié aussi à leurs expériences conversationnelles, évidemment. Alors l'école, elle va servir aussi à passer de la communication instrumentale pour la satisfaction de ses besoins à ce que j'appelle la verbalisation selon les règles d'usage de la langue. C'est pas seulement la grammaire, la syntaxe, mais c'est aussi les règles conversationnelles et l'adaptation aux différents interlocuteurs. Ce qui veut dire aussi diversifier les situations de langage, interlocuteurs, thèmes, fonctions du langage, pour élargir les compétences des enfants, leur domaine d'expression, et ça vaut bien sûr à la fois pour la compréhension et la production. Alors ça veut dire une action conjointe avec les familles dès les premières années. On ne peut pas découpler les choses, savoir reconnaître les compétences de l'enfant, prendre le temps de l'écouter et de lui répondre. Chaque principe qui est posé là correspond à des dizaines ou des centaines de recherches derrière qui ont démontré l'impact positif de ces éléments. L'inviter à prendre la parole et lui laisser le temps de le faire, parler avec l'enfant plutôt que de parler à l'enfant, jouer avec lui, partager des activités, parce que c'est dans le partage d'activités et dans l'interaction autour du jeu, autour du repas, de soins, que vont se développer les compétences, la communication, les moyens d'expression. Parler de ce qu'on fait, là, maintenant. Si personne n'est là pour mettre en mots la situation, vous savez, vous avez des enfants qui arrivent à l'école, qui ne savent pas ce qu'est un crayon, qui ne savent pas ce qu'est un bureau, qui confondent le lavabo avec l'évier, etc. Parce que s'il n'y a personne pour mettre en mots le monde, il leur est très difficile, même s'ils font des hypothèses à chaque fois sur ce que ça veut dire, ce qu'ils viennent d'entendre, c'est assez difficile pour eux. Donc il faut les accompagner en mettant le monde en mots. Mais aussi parler de ce qui a eu lieu et de ce qu'on a fait ensemble, plutôt que de leur demander de raconter ce qu'ils ont fait à la maison. Quand on n'a pas été soi-même à la maison, on n'a pas de référentiel commun. Alors que si on a été à la médiathèque la veille ou au marché 3 jours avant ensemble, là, on sait ce qu'on a vu, ce qu'on a fait. Il y a un ordre de passage dans différentes actions ou différents lieux, etc. Et on peut accompagner l'enfant dans son récit. Et puis aussi de ce qui va arriver. Ah, les enfants, ils ne se projettent pas dans l'avenir, c'est trop compliqué. Eh bien, on essaye, et ça marche. Et ça marche, parce que les enfants aiment se projeter dans l'avenir, penser un projet, concevoir un projet avec les mots, en discuter, etc. etc. Et puis, c'est chanter avec lui et jouer avec les sons et les mots. Il n'y a pas de meilleur moyen pour développer la conscience phonologique qui va aider à l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage formel de la lecture à l'école. Jouer avec les sonorités, jouer avec les mots, c'est repérer les similitudes. Ah tiens, dans lapin, sapin, on entend les mêmes choses. Oui, mais ça va bigrement aider après quand on travaillera la correspondance entre les sons et les traces écrites. Bon. Et puis, c'est lui donner l'occasion de parler avec d'autres personnes parce que c'est stimulant. Chacun a sa manière de s'exprimer, comprend plus ou moins, selon la familiarité qu'il a avec l'enfant, ce que dit l'enfant. Et lui-même a plus ou moins de facilité à comprendre les modes d'expression de ces personnes variées. Et puis, regarder des livres ensemble et raconter des histoires, ce qui n'est pas la même chose. Et souvent, il y a des confusions qui sont instaurées entre raconter une histoire et lire un livre. Je ne reviens pas sur les propos qui ont été tenus avant moi, hein, sur tout ce corps de recherche qui montre que déjà le langage des livres, la langue des livres, est d'un niveau d'expression, de complexité plus grand que le langage utilisé dans les soins quotidiens autour du repas, du bain, etc. Donc c'est un enrichissement par rapport à la connaissance de la langue, mais c'est d'abord et avant tout un plaisir partagé, et puis la découverte par l'enfant à travers cette littérature jeunesse du fait qu'un auteur
a mis en mots des choses que lui-même ressentait profondément. Il n'est pas tout seul à ressentir ça, puisque dans le livre, ça apparaît aussi, quoi. La peur, la joie, perte, punition, ce que Marie Bonafé évoquait tout à l'heure. Donc c'est une découverte magistrale, ça, pour un enfant. Que quelqu'un a su mettre en mots, alors que lui ne sait pas encore, des choses qui sont proches de ce qu'il ressent. Il n'est pas le seul à ressentir ces choses-là. Et puis raconter des histoires, parce que les histoires structurent aussi notre vie sociale. Brunner a beaucoup étudié ça, par exemple dans les salles d'attente de consultation, l'équivalent des PMI, dans des quartiers défavorisés, où des enfants dont la mère était souvent aux prises avec de graves difficultés sociales, reprenaient le récit qu'avait fait la mère, d'attaques, de menaces, etc., mais en rajoutant de la crainte, de la violence, comme si c'était une façon aussi d'éprouver et d'essayer d'apprendre à faire face aux dangers de la vie, quoi. Et puis, par ailleurs, il a montré comment ça nous aide à structurer la réalité en racontant un récit à un groupe d'enfants. C'est le récit d'un goûter d'anniversaire. Alors, le truc classique, la petite fille ou le petit garçon a invité ses copains, ils arrivent, on a décoré la maison, ils apportent des cadeaux, et puis on est content, on ouvre les cadeaux, on va manger un gâteau, etc. Après, il demande à ce groupe d'enfants de raconter à leur tour le récit du goûter d'anniversaire. Puis un autre groupe, c'est toujours un goûter d'anniversaire, mais rien ne se passe selon l'habitude. La petite fille n'est pas contente quand elle ouvre la porte aux copains, on renverse de l'eau sur le gâteau d'anniversaire au lieu de souffler les bougies, enfin un truc infâme. Eh bien, le résultat, c'est que le deuxième groupe, avec ce goûter d'anniversaire très anormal, a donné lieu à beaucoup plus d'élaboration de récits de la part des enfants que le premier, qui était tout classique, le script du goûter d'anniversaire, qu'ils avaient déjà intégré. Voyez. Donc le récit nous apprend aussi à jouer avec les conventions, les règles sociales, notre appartenance culturelle, etc. Et s'il y a des difficultés, eh bien, il faut pouvoir en parler à un professionnel. Et on a vu beaucoup d'enfants qu'on a laissés en difficulté, y compris à l'école. Des actions simples avec les enfants à la portée de tous, jouer et partager des activités, puisque c'est dans ces activités partagées, on ne fait pas des leçons de langage avec les jeunes enfants. Bon, après, il y a des leçons de langage à l'école, c'est autre chose. Mais on partage les activités, on joue ensemble et ça permet une mise en mots du vécu commun en quelque sorte. On prend le temps d'écouter et de répondre, on regarde des livres ensemble, on lit des histoires, on l'aide à utiliser des symboles, les mots, les images, les dessins. Et on sait combien c'est important dans les cours de récréation, y compris pour parler d'amour, hein, les petits cœurs sur les papiers qui s'échangent à la récré au printemps, en petite section de maternelle. C'est quand même quelque chose de tout à fait essentiel, quoi. Et puis, c'est lui laisser prendre des initiatives dans les interactions. Que son langage ne soit pas entièrement déterminé par celui de l'adulte. On voit trop souvent des sortes d'exercices à trous où l'enfant n'a plus qu'à compléter. Alors, je pense à une histoire Roule Galette, grand classique de maternelle. Et alors, la grand-mère, la galette, elle la met sur la... tu réponds fenêtre et c'est bon. Pour la faire, il y en a toujours un qui ne comprend pas. Réchauffer, non, refroidir. Vous voyez, ce n'est pas dans ce genre d'interaction qu'on peut développer ces compétences. Favoriser l'entrée des enfants dans une culture partagée, oui, les livres aident les bébés à découvrir le monde, à comprendre des événements importants et des valeurs, à accompagner la vie quotidienne. Les activités, les supports, la symbolisation relèvent de choix importants et le rôle des professionnels
collectivement, dans le collectif, entre les enseignants, des bibliothécaires, avec des parents, avec des bénévoles, avec des spécialistes de l'enfance, dans le champ de la psychologie, de la pédiatrie, de la pédopsychiatrie. Tout ça est important. Et ce qui est important, ce sont leurs interactions avec les familles. On ne peut pas développer des choses véritablement sans les familles, sans insérer nos actions dans les interactions familiales. Vous voulez que je vous parle un peu de l'impact de programmes d'intervention précoce sur le langage des enfants? Alors, bon, il y a plusieurs programmes, notamment américains d'abord, Perry Preschool, ABC d'Arian. En France, on a développé des choses à l'école maternelle. J'y ai moi-même largement participé. J'ai créé, avec les enseignants dans des actions concertées, des groupes de langage dans les classes, en divisant en gros la classe en 3, en expérimentant des groupes constitués de manière aléatoire. Et par ailleurs des groupes sur la base de la quantité de discours produits en collectif, ce qui permettait de distinguer des petits parleurs, moyens parleurs et grands parleurs, mais sans qu'il s'agisse du tout de groupes de niveau. Simplement, vous aviez des enfants timides ou des enfants qui n'avaient pas encore de moyens d'expression développés, ce qui n'était pas pareil dans le groupe des petits parleurs. Puis dans le groupe des grands parleurs, à l'opposé, vous aviez ceux qui avaient un langage déjà extrêmement sophistiqué, et puis d'autres qui avaient des problèmes tellement forts à la maison, qui parlaient à tout bout de champ et, entre guillemets, à tort et à travers par rapport au sujet qui leur était proposé. Je mets beaucoup de guillemets en disant ça. Et donc, vous voyez, ce n'était pas du tout des groupes de niveau, c'était juste un truc opératoire pour que les enfants puissent apprendre à parler en groupe, parce que nous sommes tous amenés à parler en groupe. Et on sait bien les difficultés qu'ont encore les adultes à s'exprimer dans un groupe. Donc ça s'apprend pour moi. Et donc, c'est un dispositif qui permettait d'apprendre ça dans des conditions moins contraignantes que le grand groupe. Et très vite, on voyait les compétences des enfants se développer, d'abord parce que les enseignants entendaient quelquefois le son de la voix de certains pour la première fois dans une situation collective. Les enfants étaient encouragés à parler et très vite, les groupes étaient constitués autrement et évidemment, on alternait petits groupes et grands groupes pour développer la maîtrise du langage. Et on a montré les effets positifs de ce genre de démarche, non seulement sur la participation verbale, mais sur les débuts de la maîtrise de l'écrit en cours préparatoire. Oui. Donc il y a des programmes comme ça. J'ai travaillé justement avec Jean Hébrard beaucoup là-dessus, qui a fait la promotion de mes travaux à une époque, vous voyez, dans un autre champ. Et puis on a aussi parlé Bambin, ce programme en crèche qui parle de bain de langage. C'est franchement une conception des années 70 qui a été largement combattue depuis, parce qu'il ne suffit pas de tremper un enfant dans le langage. Hein. Il y avait la fosse à langage, vous voyez, on était tous autour, là, dans les maternelles, et on trempait les enfants dans le langage, ils en sortaient en parlant. Ben non, ça ne se passe pas comme ça. Moi, on m'a balancé quand j'avais 3 ans dans le bassin d'Arcachon, et ben, j'en suis pas sortie en nageant. Hein. Bon, il a fallu d'autres choses après pour que j'y arrive. Et ce qu'on sait, enfin, je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit, hein, c'est que l'enfant va se développer dans des interactions individualisées un minimum, avec des procédés spécifiques, etc. Bon, donc le bain de langage, franchement, ça nous renvoie assez loin en arrière. Et avec des ateliers de 2 ou petits parleurs, et Zorman, auteur du dispositif, m'avait emprunté ce terme, mais en le dévoyant complètement, hein, puisque moi, ce n'était pas du tout une stigmatisation des compétences des enfants et des groupes de niveau, alors que là, il s'agit de ça, atelier de 2 ou 3 petits parleurs, sur la base du fait qu'ils disent très peu de mots, en fait. Ils ont moins de 20 mois, ils disent très peu de mots. Et on met l'accent sur le vocabulaire et la dénomination. On comptabilise le nombre de mots qu'ils produisent selon les parents, selon les enseignants, et on essaie de leur faire produire des mots avec des imagiers qui sont, à mon avis, assez pauvres comme élément de stimulation. Et ça a été fait dans 2 crèches de Grenoble, 35 enfants dans un groupe expérimental qui bénéficiait de ce programme, 30 dans un groupe contrôle, avec 6 mois entre un pré-test et un post-test. Ils ont publié un article et c'est sur cette base-là, seulement, très faible, du point de vue de l'administration de la preuve, enfin pour un scientifique comme moi, que le programme a été mis en place, promu par Olivier Noblecourt notamment, qui était l'adjoint à l'éducation de Grenoble à ce moment-là, dans différentes villes de France, et est arrivé à Nantes,
où la direction de la petite enfance, il lui a été demandé de mettre en œuvre ce programme. Donc les politiques lui ont demandé de mettre en œuvre. Et tout de suite, ils m'ont sollicité pour un accompagnement scientifique de la mise en place de ce Parler Bambin, et pour créer en même temps un comité d'éthique en disant si vous proposez de modifier des éléments du programme, faites-le. Nous, ce qui nous importe, c'est que tout soit fait selon l'intérêt de l'enfant, plus que de suivre un protocole. Ce qui paraît une attitude assez intelligente. Alors, du coup, nous avons suivi quand même, vous voyez, c'est autre chose, 294 enfants de 8 multi-accueils de la ville de Nantes, et pendant 3 années, pour au moins une partie d'entre eux, parce qu'on a eu du mal à en récupérer certains une fois qu'ils étaient scolarisés et égayés dans les, les différents lieux de la ville. On a suivi leur langage, leur comportement, avec groupe expérimental, groupe contrôle, et en reprenant les outils d'évaluation de l'équipe de Zorman. Mais j'avais dit dès le départ, ça risque de ne pas marcher, parce que c'est focalisé sur la dénomination. Or, avec des enfants de moins de 2 ans, c'est pas ça l'essentiel. On risque de passer à côté d'autres choses. On s'est aperçu aussi qu'on avait près de 30% d'enfants qui n'avaient pas que le français ou le français comme langue familiale, et il n'en était absolument pas tenu compte dans le programme Parler Bambin. Il n'y avait non plus aucune connexion véritable avec les parents, sinon les informer de ce qui se faisait. Et leur dire s'ils voulaient bien que leur enfant soit pris dans un groupe de petits parleurs. Bon. Moi, j'ai participé à toutes les étapes, y compris à la formation, qui durait seulement une journée, avec le matin un cours correct, hein, avec un diaporama du type de ce qu'on peut faire en licence de psycho. Et puis l'après-midi, c'était une mise en scène avec des éducatrices de Grenoble, où par groupe de 3, il fallait que les professionnels stagiaires miment des rôles. Alors, l'une mimait l'éducatrice, et puis une mimait un enfant très petit parleur, et l'autre mimait un enfant moyennement petit parleur. Autant vous dire qu'elles n'étaient pas à l'aise. On les comprend quand même, hein, on les comprend. Une journée de formation. Bon, c'est quand même facturé assez cher pour autant, alors que les universitaires prennent un cachet moins gros. Mais bon. Et voilà, donc les différents personnels sont passés dans la formation en 2 cohortes. Et nous, ce que nous avons montré, alors on a accompagné les pratiques des professionnels, hein, avec des vidéos, avec des réunions régulières, et on a évalué les compétences des enfants, telles que je l'ai dit, avant, après, et puis pendant 3 ans quand même, y compris avec les débuts de la maternelle. On n'a observé aucun effet positif global du dispositif sur le langage des enfants. Les progrès sont identiques dans les 2 groupes, contrôle et expérimental, et donc indépendants du dispositif. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'aussi une des failles, c'était l'absence de prise en compte du bilinguisme de 25% des enfants dans ce dispositif, qui ne tenait pas compte des différentes voies d'acquisition et des multiples aspects des compétences langagières, tant en compréhension qu'en production, et qui avait aussi tendance à stigmatiser les enfants, parce que c'était des enfants de milieu social défavorisés, qu'on mettait dans des ateliers de petits parleurs, etc. Alors, ils ne devaient pas avoir de troubles de langage, de développement particulier, mais une partie d'entre eux, quand même, au cours de l'année, parce qu'il y avait des médecins de PMI qui suivaient l'affaire, ont été en consultation pour des petites difficultés diverses et variées. Bon, donc c'est aussi un problème, parce que les parents se disaient, mais alors, mon enfant, il est dans un groupe de niveau, là, c'est inquiétant. Voilà. Bon, alors, nous, ce qu'on a conclu, alors les professionnels, il faut que je dise, même si c'est pas moi qui ai directement travaillé là-dessus, les professionnels étaient plutôt satisfaites du dispositif et aussi de l'accompagnement qu'on leur apportait. Parce que d'abord, elles s'étaient, du coup, et ça c'était un aspect positif du programme, elles s'étaient autorisées à échanger avec un seul enfant ou 2 enfants en laissant les autres, ce qu'elles n'avaient pas fait auparavant. Elles ne s'étaient pas autorisées à le faire, disait-elle. Donc ça, c'était un élément positif. On les avait amenés à réfléchir davantage sur le langage et sur leurs pratiques. Par exemple, ce classique qui consiste à dire à l'enfant « alors on va s'habiller », et une formule aberrante, puisque l'adulte, il n'est pas tout nu déjà, hein, et il va habiller l'enfant ou aider l'enfant à s'habiller, ce qui n'est pas la même chose. Et il y en avait plein des comme ça,
expressions sur lesquelles elles ont été amenées à réfléchir, quel sens elles communiquent à l'enfant. Donc elles étaient plutôt satisfaites de ça et de cet accompagnement. Elles visionnaient les vidéos avec les membres de l'équipe, parce que tout ça est un travail collectif, hein. Et donc ça les a amenées à réfléchir. Donc nous, ce qu'on a conclu, c'est que plutôt qu'un dispositif fait de techniques d'enseignement avec des jeunes enfants, il faut promouvoir les interactions individualisées qui répondent à la fois à leurs besoins cognitifs, leurs besoins linguistiques et leurs besoins socio-affectifs. Alors ça veut dire miser sur une formation actualisée des professionnels, parce que ce n'est pas toujours le cas, même sur des choses qui paraissent assez largement partagées aujourd'hui, par exemple la théorie de l'attachement. Ce n'est pas forcément connu des professionnels de la petite enfance. Alors, avec les assises de la maternelle, Cyrulnik s'est mis à parler d'attachement, la théorie de Bowlby, développée quand même depuis 1958 aux États-Unis. Vous voyez, c'est pas tout jeune. Il y a plein de travaux là-dessus. Moi, j'ai encadré plusieurs thèses depuis 15 ans sur l'attachement, y compris dans la petite enfance, l'attachement aux parents, au papa et à la maman, l'attachement aux professionnels de petite enfance en lien avec l'attachement aux parents, bon, etc. Et maintenant, il faut faire de l'attachement à l'école maternelle. Alors les inspections académiques, ça y est, on va faire de l'attachement dans les formations. Bon, miser donc sur la formation actualisée des professionnels, et ça reste largement à faire, hein, que ce soit pour les structures petite enfance ou pour l'école maternelle, où les professionnels ne sont pas formés spécifiquement à la maternelle, hein. Mais ça, c'est un combat de longue date qui n'a pas abouti. Le ministre, lors des assises de la maternelle, avait dit qu'il laissait cette question ouverte et qu'on verrait ce qu'il en sortirait des assises. Ben oui, mais d'autres ministres avant lui, Jack Lang, avait essayé de penser un tronc commun du primaire avec une formation spécifique, soit pour la maternelle, soit pour l'élémentaire, mais l'un des principaux syndicats d'enseignants s'est opposé à cette formation diversifiée, et depuis, ça n'a pas bougé. Et puis sur une démarche concertée entre les adultes qui prennent soin des enfants, c'est-à-dire les parents et les professionnels de la petite enfance. Mais tout ça, ça renvoie aussi aux conditions de travail. Quand on a une dizaine de petits-enfants dont certains peuvent avoir des difficultés à s'exprimer pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils ne se sentent pas bien là, parce qu'ils n'ont pas les mots pour dire, parce qu'ils ont un problème d'audition, parce qu'ils ont un petit retard de telle ou telle nature, eh bien évidemment, c'est beaucoup plus difficile que si on peut avoir des conditions de travail qui laissent du temps aux interactions. Parce que quand il faut accélérer le temps de déjeuner, accélérer ceci, en prendre plusieurs en même temps, c'est tout de même très, très difficile. Voilà quelques références, si ça vous intéresse, de nos propres travaux, mais là, il y avait des éléments bibliographiques dans la pochette, et puis j'en ai mis très peu, mais tout est accessible après par le web, hein, l'adresse mail que j'ai donnée. Oui, et puis il y a aussi un libraire, la librairie Gutenberg, qui va proposer aussi à la vente quelques-uns de ses ouvrages entre midi et 2 et jusqu'en fin de journée. Voilà, hein. Et dont notamment cet ouvrage que tu as dans tes mains, Marie. Ah bah tiens, j'ai pas la bonne diapo. Parce que j'avais ajouté cet ouvrage par les bambins dans lequel, Il est sur la mes table de la collègues, librairie j'ai écrit un Gutenberg. chapitre. Zut, il y a une erreur de diapo. Bon, ça, on Marie, verra tu voulais après. parler de ce livre justement, Marie? Marie, le livre que tu as. En 2 mots, oui, le livre vient de sortir avec votre intervention, Hmm. la nôtre, Evelio Cabrero Parra et moi-même, où j'insiste beaucoup, je lis cette phrase: ce déficit démocratique qui exclut les parents des discussions, c'est pas notre article, hein, c'est l'article de fin, qui exclut les parents des discussions sur le bien de leurs enfants est difficilement acceptable. J'ai assisté, moi, sur mon expérience à Grigny et sur ces diagnostics précoces Oui, qu'il tout faut à manier fait. avec précaution. Donc, nous avons été alertés parce que ce projet par les bambins à Évry, il était question, je crois que ça a été commencé à être fait, que ce soit dans un de nos groupes avec le multi-accueil et la médiathèque d'Évry. Voilà. Alors, il est bien entendu que nous nous sommes prononcés très formellement pour qu'on ne peut pas faire les deux choses à la fois et prendre là des enfants en tenant à l'écart leurs parents et en faisant tout ce que vous venez de faire d'une façon tout à fait
Et je voulais citer l'article de Cécile Boulaert, qui malheureusement n'a pas pu venir à notre colloque, prof de littérature à l'université de Tours, qui travaille avec l'association Passerelle et les bibliothèques, et qui, excusez-moi, mais assassine le type d'album qui est complètement aux antipodes d'un album d'une qualité élémentaire qui sont utilisés. Et l'article est d'une très grande richesse, Cécile Boulaert, qui n'est pas là, mais que je mets un petit peu dans nos discussions en vous incitant à lire ce livre. Alors, merci aux éditions RS et à Patrick Bensoussan, co-rédigé avec Sylvie Rénat, le programme Parler Bambin, enjeux et controverses. Il y a donc un article très intéressant d'Agnès Florent. Évidemment, pardon ? Évidemment, ce programme a été élaboré avec les meilleures intentions du monde, hein. J'avais moi-même échangé avec Zorman, le médecin de PMI, médecin scolaire de Grenoble, qui a été à l'origine de ce programme, qui est décédé depuis. C'est fait avec les meilleures intentions du monde, mais avec des présupposés théoriques sur le développement du langage qui sont erronés, à la lumière des travaux, mais je dirais des 30 ou 40 dernières années au moins, quoi. Et bon, alors il y a une expérimentation en cours avec la fondation de François Hollande, de manière très extensive sur plusieurs années, avec un gros budget. Financé par Total. Hein. Pardon ? Beaucoup financé par Total. Oui, après, comme c'est une fondation, c'est beaucoup d'opérateurs privés qui financent aussi les fondations, tout à fait. Et donc, c'est en cours d'évaluation. Marc Gurgan de l'École d'économie de Paris est dedans comme évaluateur. Et donc, on attend de voir les résultats. Il y avait un article dans Alternative économique en septembre dernier, je crois, sur le programme Parler Bambin, justement. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il ne s'agit pas de taper complètement, enfin pour moi, taper complètement sur un programme en disant ça ne va pas du tout, etc. Il s'agit de militer pour des alternatives. Je me permets d'intervenir. Je ne sais pas pourquoi on ne parle pas du fait que le projet Parler Bambin a succédé au projet Parler, avec des points, P-A, je ne sais pas quel est le truc là qu'on a, qui avait été mis en place à Lyon, à Grenoble, je ne sais pas, mais en tout cas à Lyon, à partir des travaux de Zurman dans les écoles maternelles. Et un rapport sur les écoles maternelles, le grand rapport des IGN, des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, a très clairement, en notant bien qu'il avait un entretien avec le docteur Zorman, qui était donc plus destiné à des enfants plus grands. Et donc après, étant donné des situation assez bizarre que tout le monde a connue publiquement de la mairie de Lyon, contre l'avis des professionnels, sans tenir compte du tout des projets, je ne parle pas des projets d'accès, mais des projets bien antérieurs, issus de l'AFL, entre les projets remarquables qui étaient faits entre les bibliothèques et les écoles maternelles, qui n'ont pas été convoqués à leur première réunion. Enfin, on se dit, mais qu'est-ce qui est là? Et 2 ou 3 articles de ce livre montrent qu'il y a en ce moment une politique absurde qui dédaigne les compétences, un bilan de PMI qui a été adapté aux résultats par le docteur Zorman, qui était de très bonne volonté. C'est tout à fait vrai. Mais alors on lui interdit ce projet, les hygiènes sont très claires, il ne faut pas faire ça avec les petites sections de maternelle, et il se met à l'appliquer en crèche. Même quelque chose qui dérape, je pense. Hein, là. Le programme Parler était lui aussi une réduction d'un problème complexe. C'est ça la difficulté. Comme Parler Bambin ramène l'acquisition du langage à la dénomination, au vocabulaire chez des enfants dont la production, pour une partie d'entre eux, est très faible, de manière tout à fait normale à cet âge-là. Le programme Parler misait beaucoup sur la phonologie. Alors certes, on sait que la conscience phonologique va déterminer en grande partie des difficultés dans la maîtrise ultérieure de l'écrit, la lecture notamment, mais pas seulement. Alors, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir Agnès Florin. Merci.